Hola, j'espère que tu vas bien. Ça y est, la meuf est au Mexique. Du coup, elle va parler en espagnol pendant ces épisodes de podcast. En vrai, j'ai fait espagnol quand j'étais au collège et au lycée et c'était vraiment une matière que j'adorais. À la base, je voulais faire italien puisque du coup, j'ai des origines italiennes et ma mère m'a dit c'est mort, tu prends pas italien, c'est parlé qu'en Italie, il faut que tu prennes espagnol, c'est parlé dans toute l'Amérique du Sud et elle-même, elle avait fait allemand et ça ne lui a jamais servi. Donc, je pense que ça l'a un peu trauma. Donc voilà, elle m'a pas laissé le choix, mais au final, je regrette pas du tout. C'est une très belle langue et aujourd'hui je suis au Mexique et j'arrive à comprendre ce que les Mexicains se disent entre eux. Bref, dans pas très longtemps, ça va aussi faire 7 ans maintenant que je voyage. Alors ça fait pas 7 ans que je suis digital nomade puisque avant du coup je rentrais tout le temps à Paris entre mes voyages, mais ça fait 7 ans que je voyage et du coup en 7 ans j'en ai vu passer des choses vraiment et je me suis dit que j'allais compiler ça dans un épisode de podcast en te racontant mes 7 plus grosses galères de voyage. Comme ça sera un peu fun. Peut-être que tu vas te retrouver dans certaines galères ou peut-être que ça va te permettre d'en éviter certaines sur tes prochains voyages. Et j'en profite aussi pour te dire que j'ai mon programme Le Passeport qui est en promotion jusqu'à ce soir à 23h59. Mon programme repassera en prix plein. Du coup, je te mets le lien en barre d'infos pour que tu puisses accéder à la promo. Et donc du coup, je vais t'expliquer mes galères, mes 7 plus grosses galères. Il n'y a pas vraiment d'ordre, à part, je dirais, que la dernière m'est arrivée cette semaine. Donc comme quoi, il peut encore nous arriver des galères de voyage, mais je tiens quand même à préciser que ce n'est pas moi qui ai organisé ce voyage-là. Donc ça ne me serait sans doute jamais arrivé cette galère-là, mais j'ai trouvé ça quand même incroyable et je me suis dit que c'était vraiment le signe qu'il fallait que je tourne cet épisode. Donc la galère numéro 1, qui a vraiment été je pense une de mes galères les plus traumatisantes en termes d'espoir de voyage. D'ailleurs sur les réseaux, à l'époque, j'en avais un peu parlé, mais pas beaucoup plus que ça parce que je pense que j'avais juste du mal à digérer en fait ce qui venait de se passer. Mais c'était pendant notre tour du monde. Du coup, on était aux États-Unis, on a fait 3 mois aux États-Unis et ensuite après les États-Unis, mon plus grand rêve de voyage, c'est la Polynésie française. Et en fait, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que déjà, on a dépensé beaucoup plus d'argent que ce qui était prévu. On était aux États-Unis à l'époque où le dollar était égal à l'euro, ce qui aujourd'hui n'est absolument plus le cas si tu regardes un peu les taux. Mais voilà, c'était manque de bol pour nous et pour autant, on ne s'est absolument pas privé. On a réalisé tous nos rêves aux États-Unis. On a fait la route 66 en Harley-Davidson. On a dormi dans Joshua Tree. On a fait beaucoup de parcs nationaux. On a passé presque 2 semaines à Los Angeles. Je suis partie surfer à San Diego. On a fait le Texas, mais genre le fin fond du Texas. Et on a vu des vrais Texans et c'était juste incroyable. Bref, vraiment, c'était un pays... je rêve d'y retourner. Et j'étais encore plus heureuse parce que je savais qu'on allait enchaîner avec la Polynésie française et qu'en plus, c'était la meilleure période pour aller en Polynésie française. C'est en octobre, si jamais tu ne le sais pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de lunes de miel en octobre en Polynésie française parce qu'en général, les gens se marient en juillet, août, septembre et ils partent ensuite en lune de miel. Bref, le fait est que ce voyage aux États-Unis nous a foutu un peu dans la sauce financièrement et surtout on a vraiment voulu profiter sur place. On a fait 3 fois Las Vegas, à chaque fois avec des potes différents, enfin vraiment c'était incroyable. Et on s'est retrouvés en fait à arriver 2-3 semaines avant d'arriver à Papeete sans hébergement sur place. Et il restait quelques hébergements, mais en fait il restait soit les auberges de jeunesse et très honnêtement je n'ai pas du tout envie de faire la Polynésie française avec mon mec en auberge de jeunesse. Soit il restait les établissements hors de price, genre le Four Seasons à 20 000 balles la semaine, tu vois. Du coup, on a décidé d'annuler la Polynésie française. Donc déjà ça, c'était le premier coup dur pour moi qui en rêvais, of course. Et le deuxième coup dur, c'est que à l'époque, on passait par une agence pour nos billets d'avion. Et justement, moi, je me suis dit, je passe par une agence, c'est pour surtout ne pas avoir à stresser sur mes vols. Si je veux pouvoir rajouter une valise, si je veux pouvoir modifier une date, si je veux pouvoir modifier un horaire, si je veux pouvoir modifier une compagnie aérienne, je passe par une agence pour ça. C'est pour ça que ça sert, une agence de base. Et donc là, 3 semaines avant d'arriver en Polynésie française, on leur dit, guys, il va falloir annuler nos billets pour la Polynésie et nous envoyer directement en Australie. Sachant qu'on avait pris du coup des billets flexibles, puisqu'on passe avec une agence, donc c'est le but même de passer par une agence. Au final, pendant une semaine, 0 news de l'agence. Mais 0 news. Bref, moi je commence vraiment à m'énerver intérieurement, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que je ne dis rien, je prends sur moi et voilà. Au final, c'est mon mec qui les relance en disant « Guys, en fait, genre là, dans 2 semaines, on est censé arriver en Polynésie française, c'est juste pas possible, on ne peut pas arriver, on n'a pas d'hébergement. Comment est-ce qu'on fait ?» Et en fait, là, le mec nous dit « Oui, on a demandé à notre...
booker, enfin c'est pas le mot qu'il a utilisé, je sais même pas ce que c'est, mais bref. En gros, il a demandé à quelqu'un d'autre, donc déjà on a compris qu'en fait c'était même pas eux qui géraient nos billets d'avion de base. Et on était partis il y a seulement, enfin ça faisait même pas 6 mois qu'on était partis, tu vois. Et on avait prévu de partir au moins un an, donc on s'est dit super, la moitié de notre tour du monde va être flinguée à cause de ça. Et en fait, à genre 3 jours du départ, là ils nous disent, on n'a pas réussi à modifier vos billets d'avion, donc prenez le vol Los Angeles Papeete, puis une fois que vous êtes à Papeete, on voit pour le vol Papeete Melbourne, quoi. Et là on se dit non mais c'est une blague, et du coup on me dit mais genre, vous allez pas pouvoir modifier déjà une connexion, ça ne peut pas se faire, c'est genre le dossier en entier qu'il faut modifier de base. Donc forcément, si on prend le Los Angeles Papeete, on va être obligé de prendre le Papeete Australie, mais à la date prévue. Sinon, ça veut dire qu'il faut rebooker un vol, en fait. Et là, ils nous disent, oui, on regarde, on s'en occupe, nanana, je sais pas quoi. Et donc là, on se pose la question avec mon mec, on se dit, est-ce qu'on prend nous-mêmes un vol à notre charge Los Angeles Melbourne ou pas? Bah là, c'était une décision que moi, j'étais vraiment pas en capacité d'assumer. Donc, c'est mon mec qui a décidé, qui a dit non, vas-y, on prend le vol Los Angeles Papeete. Et une fois qu'on a Papeete, ils vont forcément nous trouver un vol. Il y en a forcément tous les jours, tu vois. Enfin, ça va le faire, quoi. Bref, on arrive à Papeete. Donc, moi, je vois le paradis sur terre devant mes yeux. Et on a 0 hébergement. Mais vraiment 0 hébergement. Il n'y a rien du tout. Du coup, on finit par faire la manche à l'aéroport de Papeete. On nous propose de dormir dans une école hôtelière la première nuit. Du coup, on dit ok, fine. Donc, on dort dans cette école hôtelière. Donc, ça veut dire qu'en gros, c'est genre une école. Et c'est juste que c'est une école où on apprend justement à gérer un hôtel. Donc, il y a des fausses chambres. Et du coup, il y a des faux lits. Bon, c'était des lits en soi relativement confortable. Et de là, en fait, l'agence nous dit, bah du coup, vous devez vous rendre à l'agence de Air Tahiti Nui à Papeete pour voir s'ils peuvent vous foutre sur un autre vol, nanana, je sais pas quoi. Et là, je dis, non mais c'est une blague en fait. Parce qu'en fait, tout ce temps-là, du coup, on n'a pas d'hébergement. Ça nous demande de retirer de l'argent. Et du coup, c'est du franc Pacifique. C'est une monnaie qui n'est absolument pas reconnue dans le restant du monde. Donc derrière, pour les revendre, si on a trop retiré, c'est la merde. Mais en même temps, on doit retirer assez parce qu'ils ne prennent la carte nulle part. C'était vraiment un enfer. On est allé à l'agence, ils nous ont dit qu'on pouvait rien faire, que c'était notre agence qui devait tout gérer. Normal en soi, ça je comprends complètement qu'ils nous aient répondu ça. Donc je me suis même pas énervée sur place, j'ai dit ok, y a pas de souci, je comprends. Au final, on est retourné à l'aéroport de Papeete. On a revu une hôtesse vraiment qu'on avait trouvé super sympa, qui comprenait notre problème, etc. Et on lui a expliqué le problème. Et du coup, on a créché encore à l'aéroport pendant 2 jours. Et l'agence est revenue vers nous en mode « Alors, on a trouvé un vol, par contre, c'est dans 8 jours. Donc, vous devez passer 8 jours à Papeete. Et pour payer ce vol-là, du coup, pour aller jusqu'à Melbourne, ça vous coûtera 1 200 € par personne. » Et on était là genre... What? Genre, seriously? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit ça à l'hôtesse et elle nous a dit, bah, restez à l'aéroport, je vous trouve un vol le plus rapidement possible. Et du coup, au bout de 3 jours d'attente, à nous voir en PLS dans l'aéroport, elle nous dit, ok, guys, là, on embarque. Il y a 2 passagers qui ne se sont pas présentés à l'enregistrement, donc il y a quand même peu de chances pour qu'ils embarquent. C'est un vol, par contre, pour Auckland. Donc la Nouvelle-Zélande, pas l'Australie. Et là, on lui dit ok, et du coup, ça va nous coûter combien? Et là, meuf trop sympa, elle nous dit non, bah du coup, en fait, comme vous aviez déjà une réservation et que vous avez déjà pris le Los Angeles Papeete, je peux vous faire monter dans le Papeete Auckland gratuitement parce qu'en fait, bah ça faisait partie du deal de votre réservation. Et là, on a 2 passagers qui ne se présentent pas, donc il y a 2 sièges de libre. En soi, vous avez déjà payé vos vols, donc je vous fais rentrer comme ça. Et là, du coup, je regarde mon mec et je lui dis oh là là, mon Dieu, mes meilleures décisions que tu aies prises parce que bah du coup, ça nous coûte 0. On arrive à Auckland, on prend notre vol, je chiale ma race dans l'avion comme j'ai jamais chialé, d'avoir déjà passé 3 jours dans un aéroport vraiment en PLS, à pas me laver, à me brosser les dents dans les chiottes de l'aéroport, enfin franchement c'était un enfer. J'étais archi vénère contre l'agence qu'on avait bookée. Du coup, spoiler alerte, direct dans la foulée, je leur ai dit on arrête le contrat et en fait ils ont essayé de pas arrêter le contrat et je leur ai dit en fait si on ne vous arrêtez pas je vous mets un procès parce que dans le contrat il y avait telle ou telle ligne, je sais plus quoi, ça c'est mon mec aussi qui a regardé parce que moi ça me rend ouf. Donc au final ils ont pas eu le choix que d'arrêter le contrat et de nous rembourser une partie. Je crois qu'ils nous ont remboursé genre 800 balles par tête de tout le restant de nos billets d'avion jusqu'à la fin du tour du monde, donc c'était quand même vraiment pas grand chose. Et surtout bah, j'ai vu le paradis encore une fois s'envoler et j'étais en mode genre mon Dieu, j'espère qu'un jour je vais pouvoir y retourner. Je n'y suis toujours pas retournée. Bref, on arrive à Auckland et en fait là on retourne voir Air Tahiti Nui et on leur explique toute la situation en mode genre bah du coup elle nous a foutu sur ce vol là parce que ah oui et puis du coup pour la Nouvelle-Zélande pour rentrer sur le territoire néo-zélandais il faut un visa. Donc le visa est pas très cher, de mémoire je crois qu'on avait payé genre 33 balles par tête pour 30 jours. Mais voilà, tu sais, sur le principe tu te dis ah ouais, et en fait moi j'étais tellement stressée de faire le visa devant le portique
pour embarquer que je me suis plantée dans mon passeport. Du coup, quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande, en fait, ils m'ont dit que je passais pas parce que mon passeport correspondait pas. Du coup, Air Tahiti Nuit a appelé. Enfin, vraiment trop sympa en mode désolé, elle a embarqué genre 5 minutes avant, il y a eu un problème avec les vols, enfin, vous pouvez la laisser passer, etc. Et quand on demande du coup de nous mettre sur un Auckland-Melbourne, en fait, là, ils nous disent que c'est pas possible parce qu'en fait, là, c'est complètement hors dossier. Genre, il y avait pas 3 vols sur notre dossier et voilà, quoi. En gros, on est bloqué là. Et du coup, on a dû prendre une décision en un claquement de doigts avec mon mec. On s'est dit, est-ce que du coup, on fait la Nouvelle-Zélande au lieu de l'Australie? Pour moi, c'était hors de question parce que j'avais toujours rêvé de faire l'Australie et là, je passais déjà à côté de mon rêve de faire la Polynésie. Donc là, c'était no way. Genre, fallait que je voie des kangourous, des koalas et tutti quanti, tu vois. Donc, j'ai dit à mon mec, je lui dis, je suis désolée, là, je vais faire un caprice, mais en fait, c'est no way, je peux pas rester ici. On n'a rien organisé ici. Pour moi, la Nouvelle-Zélande, ça reste quand même plus cher que l'Australie. Donc, en termes de budget, ça allait beaucoup moins passer. Puis même, j'étais pas excitée, en fait, de faire la Nouvelle-Zélande. Alors maintenant, je le suis. Genre, en vrai, maintenant, j'ai grave envie de faire la Nouvelle-Zélande. Mais à cette époque-là, pas du tout, quoi. Et du coup, il m'a dit, ok, je comprends, vas-y, on prend un vol aujourd'hui pour Melbourne. Et du coup, on a dû trouver un appartement en urgence à Melbourne, parce qu'on n'avait toujours pas notre van pour l'Australie. Enfin, je te raconte tout dans les détails, parce que oui, de base, la Polynésie, on devait y passer un mois. Hein. Donc, genre là, on devait gratter un mois d'orga de voyage en 24 heures. Et du coup, au final, coût de l'opération, ça nous a finalement coûté 1200 balles par personne de faire un Auckland-Melbourne dans la journée. Mais au final, on s'est dit que c'était signe qu'il fallait qu'on le fasse parce que ça allait certainement nous coûter plus cher de rester ici. Donc au final, les 1200 balles que l'agence nous avait proposées, on s'en est tiré pour le même prix. Sauf que ça nous a évité de rester 8 jours à papeter pour rien, entre guillemets. Et en plus, ça a été du coup l'argument pour arrêter le contrat avec l'agence. Et donc si je te raconte tout ça, c'est parce que pour moi, ça a été une des plus grandes leçons de voyage, je pense, c'est que vraiment, les vols, c'est quelque chose qu'il faut que tu bookes par toi-même. Déjà, aucune agence ne peut avoir des billets moins chers que toi quand tu bookes en direct. C'est pas possible, parce que là, les prix qui nous ont sortis, même pour le billet tour du monde qu'on a payé, en fait, avec le recul, j'aurais clairement pu m'en sortir pour moins cher. Et au-delà de ça, c'est qu'en fait, même l'agence en tant que telle, elle était nulle parce que tous les vols qu'on avait, c'était des vols de merde. On avait que des compagnies de merde, on devait rajouter des suppléments bagages, on avait que des horaires de merde. Donc bref, du coup, la plus grosse leçon dans tout le voyage, et pour moi en plus, mais c'est très personnel parce que moi je voyage comme ça, pour moi mon voyage il commence quand je rentre dans l'avion et il se termine quand je sors de l'avion. Donc en fait, l'expérience que j'ai dans un avion est méga importante pour moi. Et c'est pour ça que, notamment dans mon programme Le Passeport, dans mon module numéro 3, je t'explique comment booker ton vol idéal. Vraiment, pour moi, c'est genre la meilleure méthode après des centaines de vols bookés. Je t'explique du coup avec mes 3 meilleurs sites de comparaison comment les utiliser, comment en moins de 30 minutes tu peux vraiment booker ton vol idéal avec pas 1 milliard d'escales, avec pas des vols qui partent à 3h du mat de je sais pas quel aéroport, avec pas genre 12 valises à rajouter en soute en plus en supplément. Je t'explique aussi du coup un peu ce que 99% des gens font quand ils bookent leur vol et que c'est pas ouf, notamment si t'as besoin de te faire rembourser en cas de retard ou en cas d'annulation. Et après, je t'explique aussi comment économiser sur tes vols de manière générale, vu que je prends beaucoup l'avion. Maintenant, je suis quand même une experte dans ce domaine-là. Ensuite, ma deuxième plus grosse galère de voyage qui m'a aussi traumatisée en 7 ans de voyage, et je pense que ça a traumatisé beaucoup de gens sur les réseaux, parce que ça, pour le coup, contrairement à la galère numéro 1, j'en ai beaucoup parlé, c'est mon accident de scooter à Bali. Si tu ne le sais pas, j'ai eu un grave accident de scooter à Bali. On est arrivé le 26 avril 2023 et j'ai eu l'accident le 28 avril 2023. Et j'ai eu l'accident vraiment tout bête. Je me suis plantée toute seule en scoot. Un virage, j'arrivais un peu trop vite. Du gravier, je te laisse imaginer la scène. Le scooter m'a traîné sur plusieurs mètres avec ma jambe, ou en tout cas ma cheville, coincée en dessous. Résultat, malléole broyée, opération. Et on m'a même du coup dit qu'il fallait que je me fasse rapatrier. C'était vraiment assez horrible comme expérience, très honnêtement. Mais ça a beaucoup renforcé mon couple. D'ailleurs, la dernière fois, on jouait avec des potes à un jeu, tu sais, tu te poses des questions de couple, quoi. Et en fait, je crois qu'il y avait une des questions, c'était en mode genre, quel est le souvenir qui a le plus marqué ton couple? Et mon mec, il a sorti un souvenir hyper romantique, hyper beau, trop sympa. Mais moi, j'ai sorti ça comme souvenir. Parce qu'en fait, j'ai jamais vu mon mec prendre autant les devants
que quand j'ai eu cet accident de scooter-là. Vraiment, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. De toute façon, j'étais à moitié dans les pommes. Et je l'ai vraiment vu prendre les choses en main. Il m'a porté, mis sur le scoot avec lui pour m'emmener à l'hôpital. Parce que du coup, forcément, j'ai eu l'accident dans le trou du cul de Bali, sinon ça aurait pas été drôle. Et parler du coup avec tous les médecins sur place, ses parents en FaceTime avec le décalage horaire, parce que du coup, ses 2 parents sont médecins. Et voilà, et en fait, là, on me dit, madame, il faut vous rapatrier parce qu'en fait, là, on peut pas vous opérer ici, c'est beaucoup trop grave. Vous avez la cheville qui est broyée, quoi. Donc, en fait, on ne peut pas réparer ça ici, c'est pas possible. Et en fait, là, je dis à mon mec, c'est mort. Genre, c'est mort. Ça fait 48 heures que je viens d'arriver à Bali. J'avais déjà fait Bali, si tu ne le sais pas, c'est mon île. Quand on s'est rencontré avec mon mec, je lui ai dit un jour j'irai vivre à Bali, je ne sais pas combien de temps, mais un jour j'irai vivre là-bas. C'est mort, genre vous ne m'enlevez pas cette île de mon tour du monde, c'est ici que je veux vivre, c'est l'île qui est en train de me tester, il faut que je reste. Donc mon mec pas méga chaud, mais il me dit ok, si c'est ton instinct, on reste. Et je lui dis voilà, je suis broyée, mais en soi, le mec il voit ça comme ça, mais il m'a pas encore vraiment fait d'examen quoi. Donc bref, on commence à faire une batterie d'examens, radio machin, les radios, laisse tomber, c'est les radios, je pense que même ma daronne, elle a pas eu des radios comme ça dans sa vie. Et au final, ils me font signer une décharge où ils disent en gros, on peut du coup vous opérer, mais si vous ne pouvez plus jamais marcher de votre vie, ou s'il y a un besoin d'amputation suite à une surinfection, il faut que vous signiez le fait que vous n'allez pas vous retourner contre l'hôpital. Donc je pense que c'est le papier le plus dur que j'ai eu à signer de ma vie. Mais je l'ai signé, du coup. Au fond de moi, je me suis vraiment dit, non mais ça va, c'est pas cassé. Donc pour moi, si c'est pas cassé, ça va, je me suis jamais rien cassé dans ma vie. Je touche du bois, j'ai de la chance, je suis en train d'enregistrer sur un bureau en bois. Et en fait, de là, il m'anesthésie. Et mon mec, qui du coup est fils de médecin et qui voulait être dans les neurosciences, etc., est quand même super, comment je pourrais dire, il a pas peur de la vue du sang. Tu vois, c'est pas un truc qui va le débecter, le traumatiser. Lui-même, il s'est pété je sais pas combien de trucs dans sa vie parce qu'il faisait du ski et du roller à haut niveau. Et là, il m'a dit genre, là, quand j'ai vu le truc, là, vraiment, il allait tourner de l'œil. Donc, en fait, il a arrêté de regarder. Apparemment, c'était vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse. Enfin, en gros, vraiment malléole broyée de ouf avec tout le gravier à l'intérieur. Donc, en fait, ils ont dû complètement m'ouvrir la cheville là où il y a la malléole droite. Vraiment me scalper la peau pour pouvoir enlever tout ce qu'il y avait à l'intérieur parce que c'était tellement rempli de gravier que voilà, apparemment c'était assez dégueulasse. Et s'en est suivi du coup 3 mois où je ne pouvais pas marcher et surtout 3 mois de soins tous les 2 jours à l'hôpital. Donc on avait prévu déjà de faire Bali 6 mois, donc je me suis dit déjà j'ai la moitié de mon voyage à Bali qui est niqué, mais c'est pas grave, passons. Au final les Balinais sont par contre super adorables et super doux dans leurs soins. Mes beaux-parents ont fait le voyage du coup peu après l'accident pour être là pour retirer les points parce que ça c'était quelque chose qui me faisait très très très, très peur. J'avais très peur qu'ils retirent mal les points et qu'en fait du coup ça soit là, surtout que ça s'infecte de ouf. J'ai fait un œdème 48 heures après l'opération, laisse tomber, là j'ai vraiment cru que mon pied il allait exploser, vraiment genre mon pied, j'ai jamais vu ça. C'était une patate. Je pensais qu'il y avait que dans les films qu'on voyait ça, mais non. Et bref, du coup, ça a renforcé mon couple. Moi, ça m'a renforcé dans mon truc de je veux vivre sur cette île-là. C'est bon, elle m'a testé et depuis, je n'ai plus jamais rien eu. Enfin, toi, j'ai même jamais eu le Bali ou des trucs comme ça, quoi. Donc, je sais que l'île m'a testé sur ça. Et le seul truc, franchement, dans ces moments-là où ça t'arrive, et ça m'est arrivé d'autres fois pendant d'autres voyages, c'est que si tu n'es pas assuré, crois-moi que là, tu balises de ouf. Vraiment, là, tu vois, genre, le rapatriement, en soi, j'aurais pu dire oui, parce que du coup, j'avais l'assurance rapatriement incluse. Mais au fond de moi, je me suis dit, je veux rester. Mais imagine, je me serais pas sentie de rester pour X ou Y raison. Je sais pas combien ça m'aurait coûté, mais c'est sûr que ça m'aurait coûté la moitié de mon budget tour du monde pour rentrer chez moi. Sûr et certain. Et vraiment, le truc de l'assurance, ça m'a sauvé plein de fois. Après, je vais pas trop rentrer dans les détails, ça c'est vraiment l'accident qui m'a traumatisée de ouf. Mais après voilà, je me suis brûlée au 3e degré en Afrique du Sud. Pareil, on a dû me poser un générateur de peau pour éviter de faire une greffe de peau, mais parce que j'avais un trou dans mon mollet. Clairement. Et là, j'ai la cicatrice, elle est dégueulasse, mais j'ai pas le choix, c'est comme ça. Et la cicatrice de mon accident à Bali est dégueulasse aussi, mais bon, ça fait raconter des histoires, la preuve en est. Mais pareil, quand je me suis brûlée, si j'avais pas eu l'assurance en Afrique du Sud, mais laisse tomber combien ça m'aurait coûté. Et j'ai rien eu en Australie et j'ai rien eu aux États-Unis, mais ça peut t'endetter sur des années et des années. Donc vraiment, le principe même de l'assurance, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment, vraiment pas négliger ça. Et je t'en parle aussi d'ailleurs dans le module numéro 3 de mon programme Le Passeport, parce que c'est quelque chose auquel il faut absolument que tu souscrives dans les 48 heures après avoir pris tes billets d'avion. Bon, ça, du coup, c'est quelque chose que je t'explique dans tout le module. Je te mets toute la marche à suivre pour souscrire à ton assurance, mais aussi toute la marche à suivre en cas de problème sur place, parce que ça aussi, quand tu ne le sais pas, ça peut être
archi stressant. Donc voilà, je te mets tout ça là-dessus. Mais moi, vraiment, c'est encore une galère dont je me rappelle, puisque je vois la cicatrice tous les jours. Mais ça me rappelle aussi que j'ai eu raison de pas abandonner, que j'ai eu raison de faire confiance à mon assurance voyage, parce que du coup, tous les 2 jours, retourner à l'hôpital et me faire soigner, tous les 2 jours, je devais envoyer une facture à mon assurance en mode, vous devez me rembourser en fait, parce que je dois absolument me faire soigner. Mais c'est une galère qui peut, pour le coup, je pense, arriver à n'importe qui, et c'est pour ça que je dis que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel c'est non négociable, tu dois partir avec une assurance voyage. Ensuite, la 3e galère de voyage que j'ai eue, et pour le coup, elle date du début où j'ai commencé à voyager, et j'en ai jamais vraiment parlé sur les réseaux, et je sais pas d'ailleurs pourquoi je l'ai mis en numéro 3, mais c'est celle qui me vient comme ça. C'était en octobre 2019. Ouais, parce que j'étais déjà avec mon mec. Je suis partie aux Seychelles avec mon petit frère et une amie. C'était le cadeau d'ailleurs d'anniversaire que j'avais fait à mon petit frère, de partir aux Seychelles. Et du coup, j'ai un peu tout organisé, mais tu vois, j'étais plus ou moins encore au début de ma carrière de travel planner, parce que ça faisait même pas 1 an, encore une fois. Et en fait, il y a des destinations comme ça, je sais pas si toi ça te l'a déjà fait, mais en fait, tu te dis, c'est pas possible qu'il fasse pas beau. Genre les Seychelles, les Maldives, la Polynésie, enfin, pour moi, dès que tu pars sur une île, c'est trop chiant qu'il fasse pas beau, et du coup, c'est limite pas possible. Autant Bali, je sais qu'il y a une rainy season, donc ok, ça va le faire, tu vois, mais pour moi, les autres îles dans le monde, il fait beau toute l'année, quoi. Et puis là, du coup, on regarde un peu. Je regarde quand même, bien sûr, la période. On part en octobre. Je me dis, bon, ça a l'air de le faire. C'est pas la best season. Mais moi, je suis toujours à la recherche de... Je suis pas obligée de prendre la meilleure saison, parce que ça me permet de payer beaucoup moins cher mes hébergements et mes vols. Mais je prends pas non plus la saison la plus catastrophique, tu vois. J'essaie de trouver un entre-deux. Le fait est que cette année-là, aux Seychelles, il y a eu un cyclone. Et du coup, pendant 10 jours... on est resté dans l'hôtel. J'ai pas bronzé, j'ai pas fait de photos. Mon petit frère a fait que bosser parce qu'il passait un oral dans ses études pour lesquelles il bossait, donc en fait il a fait que travailler. D'ailleurs, c'est aussi aux Seychelles que j'ai failli presque me casser le coude et que j'ai encore la cicatrice parce que j'ai glissé sur un terrain de tennis en béton et qu'en fait je me suis rattrapée sur le coude et j'avais le coude explosé, genre tous les petits os, tous les petits machins là, donc vraiment dégueulasse. Et du coup, clairement, je rêve de retourner aux Seychelles, mais alors là, je suis en mode pas de problème pour payer plus cher les hébergements du moment que je suis sûre qu'il fera beau. Non, vraiment, genre quand tu te tapes un cyclone, ça fait très 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 peur. Il y a 2 nuits où vraiment on a très 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 mal dormi parce que du coup notre hôtel forcément il était en Bordeaux et du coup qui dit cyclone, machin, tout ça, enfin moi dans mon esprit c'était en mode oh mon dieu on va mourir dans un tsunami quoi. Et forcément le poids des épaules de mon petit frère, alors mon ami aussi bien sûr, mais mon petit frère quoi, donc fait chier, tu vois, genre pas envie qu'on appelle nos darons, vous avez perdu 2 gosses d'un coup, quoi. Donc vraiment ça m'a assez trauma sur l'histoire du coup des saisons, et c'est vraiment un truc sur lequel je passe maintenant énormément de temps en travel planning, enfin énormément de temps, tout est relatif, mais vraiment pour moi, choisir une destination avec sa saisonnalité, c'est la base. Un peu comme tu rentres dans l'avion, c'est le début de ton voyage, tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça que le module 1 de mon programme Le Passeport, il est dédié uniquement à choisir une destination. Vraiment, il faut que ce soit une destination qui matche sur tout un tas de critères. Du coup, j'ai développé un outil exprès pour vraiment que tu puisses choisir ta destination et vraiment la destination qui va te correspondre à toi. D'ailleurs, pas qu'en fonction de la saison et pas qu'en fonction de ce que tu vois sur Instagram. Du coup, je t'ai créé même un tableau un peu de préférence en fonction de certains critères avec du coup une liste de 50 destinations et je te donne même du coup toutes les formalités à faire en fonction des destinations. Comme ça, t'es 100% safe quand tu pars. Et vraiment, pour moi, ça fait partie des grosses galères parce que là, ça va que j'étais avec mon petit frère et avec une amie, mais en fait, si j'avais été avec mon mec, mais je pense que clairement, avec en tout cas le caractère ou la personnalité que j'ai, j'aurais été vraiment deg de dépenser autant d'argent pour au final ne rien faire. Moi, de toute façon, ne rien faire, tu me connais, c'est genre juste ma hantise. Donc, bien sûr qu'on ne contrôle pas la météo, bien sûr que plus les années passent et moins on est en capacité de contrôler la météo et de faire des prévisions, mais il y a quand même des trucs à éviter, à savoir quand on choisit une destination, ou peut-être faire des combinés au cas où pour éviter certains désagréments. Et voilà, et après tu peux aussi aller dans une saison des pluies à Bali et en fait avoir une semaine de beau temps. En vrai, on ne le sait pas, mais t'as quand même certains trucs et je trouve que c'est vraiment très dommage quand t'as 5 semaines de vacances de te planter sur la saisonnalité. Ensuite, la 4e galère qui m'a assez traumatisée, c'est aux Maldives que ça s'est passé. Et pareil, je suis pas sûre d'en avoir parlé sur les réseaux. Mais c'est vraiment une galère à la con. Ça, c'est vraiment la galère que tu sais que tu aurais pu éviter, mais en fait, juste, tu t'es mal préparé, tu vois. On arrive aux Maldives, donc
Quand t'arrives aux Maldives, t'as l'aéroport de Malé, qui est du coup l'aéroport principal. D'ailleurs, Malé, qui est pas forcément une ville hyper sexy, hein. Ce qui est sexy en allant aux Maldives, c'est d'aller dans les resorts où chacun a son île, on va pas se mentir. Et il se trouve que nous, donc t'as des resorts en fait qui sont accessibles par bateau, et t'as des resorts qui sont accessibles uniquement en hydravion, parce qu'en fait, juste sinon en bateau, ça serait beaucoup trop long. Et nous, il se trouve que le nôtre, c'était que en hydravion. Donc trop cool, j'ai toujours rêvé de prendre un hydravion. Pour le coup, j'ai pleuré dans l'hydravion de bonheur, parce que j'avais l'impression de rattraper un peu mon échec de la Polynésie française. Et l'hôtel était canon, c'était un all-inclusive, je savais quand j'allais avoir 10 jours avec mon mec. Là, on était sûr qu'il allait faire beau, normalement. Alors, il n'y a pas fait beau tous les jours, mais globalement, il faisait quand même beau. Et donc, du coup, j'étais trop contente, on passait un trop bon séjour, nickel, tu vois. Et genre, l'aller, vraiment, bah ça se passe comme ça, quoi. Et en fait, pour le vol retour, alors là, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Mais alors vraiment pas. En fait, ils nous ont dit, donc on est arrivé à l'aéroport de Malé, l'hydravion, genre on arrive à prendre toutes nos valises, donc pour te situer, on m'a dit c'était janvier 2023. Donc on est parti depuis 8 mois. 7-8 mois, je dirais. Et forcément, en 7-8 mois, avant, on a fait d'autres pays, on a pris des souvenirs et des machins. Donc, en fait, on a 2 valises en dessous de chacun. Et dans l'hydravion, ça passe, tu vois. Et là, en fait, on va pour prendre le vol. Du coup, c'était Malé-Delhi, parce qu'après, on allait en Inde. Et là, en fait, le mec nous dit... bah, si vous voulez prendre toutes vos valises, ça va vous coûter 750 € de supplément bagage. Et là, je regarde mon mec et je dis, c'est une blague. Genre, on a réussi à prendre le vol Singapour-Malé. On a réussi à prendre un hydravion, un mini-avion où ils auraient pu clairement être méga chiants sur les bagages et ils nous ont rien dit. Et là, tu me dis que pour faire Malé-Delhi, tu peux pas prendre mes bagages, sinon ça va me coûter 750 balles. Non mais, enfin, vraiment j'ai halluciné. Du coup, bah là c'est pareil, en fait, si tu te poses la question, est-ce que je laisse des souvenirs? Est-ce que je laisse des trucs inutiles? Est-ce que je paye ou pas? Le fait est qu'au final, bah du coup, on a laissé une valise et demie de souvenirs à l'aéroport de Malé. Voilà. Parce qu'en fait, en vrai, on aurait voulu payer 750 € pour vraiment garder tous ces souvenirs en tête, parce que bah, pour nous, ça valait même plus que ça, tu vois. Mais c'est juste qu'on n'a pas du tout géré notre budget sur cette destination-là. Et du coup, on s'est dit, bah non, c'est mort, en fait, on peut pas, en fait, c'est genre pratiquement le double de ce qu'on avait déjà payé en billets, quoi. Donc, franchement, on s'est dit, méga flemme. Donc ça m'a un peu trauma ça aussi, je t'avoue, de laisser tous mes souvenirs comme ça dans un aéroport. Bon après du coup on a donné à pas mal de gens parce que les gens de Malé n'ont pas forcément beaucoup d'argent, donc ça nous a fait plaisir de donner autant de choses à autant de gens. Mais je t'avoue que égoïstement j'étais un peu en mode genre ça me fait un peu chier quand même quoi. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans mon programme Le Passeport, c'est le module numéro 2. Mais en fait j'ai vraiment développé en fait une matrice complète pour calculer ton budget comme une pro et être paré à tous les imprévus. Donc j'ai mis 14 postes de dépenses dans cette matrice, et en plus c'est une matrice où genre tu rentres tes chiffres et tout se calcule tout seul, donc ça va super vite. Et aussi du coup toutes les infos, on va dire des cartes bancaires, quel type de carte il te faut, combien est-ce qu'il t'en faut, quelle banque je te conseille, qu'est-ce qu'il faut faire avant de partir, qu'est-ce qu'il faut faire pendant le voyage, etc. Donc ça du coup ça m'a vraiment trigger là-dessus, en mode ok là vraiment le budget il faut que ce soit quelque chose qui soit carré, un minimum en tout cas pour pas avoir ce genre de choses. Et aussi encore une fois du coup ça va avec le module sur les vols où typiquement comme je t'ai déjà dit, bah en fait là quand j'ai booké le Malé-Delhi, bah pour moi ça coulait de source en fait qu'il y avait des bagages et que éventuellement on allait rajouter un supplément, mais pas 750 balles, tu vois. Et du coup bah là je t'explique comment bien regarder ce qui est inclus, ce qui n'est pas inclus, combien ça peut te coûter aussi à l'arrivée et ce genre de choses. Ensuite, la 5e galère que j'ai envie de partager avec toi, et ça pour le coup je l'avais déjà un peu partagé sur les réseaux, mais globalement quand on me demande les 3 pays que j'ai le moins aimé, je nomme dans les 3 le Pérou. Et vraiment à très 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 grand contre-cœur parce que là mon rêve c'est de retourner au Pérou, de refaire le Machu Picchu avec un trek, de refaire la Via Ferrata, de faire le train Belmont, de faire l'oasis dans le sable, d'aller à la rencontre des locaux, de faire la Rainbow Seven Colors, je sais pas quoi là. Parce qu'en fait, quand j'étais au Pérou, j'ai été malade pendant 1 mois. Et ouais, j'ai été malade pendant 1 mois. Je ne pensais pas que ça allait m'arriver, surtout qu'on a fait l'Argentine juste avant. Et si j'étais malade pendant 1 mois au Pérou, c'est parce que j'ai eu un énorme mal de latitude. Mais vraiment, je pensais pas que c'était possible. Ce qui était assez étonnant, parce qu'en fait, en Argentine, on est monté à 5000 quand on était vers la région de Tolar Grande. Et donc pour moi, bah, je tolérais très bien l'altitude. Enfin, tu vois, je suis avec un Suisse, on a déjà fait des trucs à 3000, 4000 easy en plus. Enfin, vraiment, tout allait bien dans le meilleur des mondes. À l'époque, je fumais encore. Et là, je sais pas, on arrive à Titicaca, je crois que Titicaca, c'est genre 3008 ou un truc comme ça. Et là, je commence à avoir de la fièvre, je commence à pas me sentir bien. Du coup, on a dû annuler 2 nuits sur Titicaca.
Donc on en a fait 2, on en a annulé 2. Et puis mon mec a commencé en fait à vouloir chercher des médicaments contre le mal d'altitude. Normal, tu vois. Et en fait, il commence à demander dans plein de pharmacies, machin. Au final, on lui donne que des... Je sais pas comment on peut appeler ça, mais tu sais, on nous donnait pas des boîtes de médicaments. En fait, on nous donnait juste la pilule à la main, quoi. Genre pilule par pilule. Trop bizarre. Et puis, du coup, je prends ça. Et je pense qu'il y avait un effet placebo en mode genre oui, bah c'est bon, je me sens mieux, on peut continuer, nanana, nanana. On arrive à Cusco et tout. On sait que 2 jours après, on doit faire le Machu Picchu. Je ne suis toujours pas bien. Et là, on est à Cusco, je vais prendre un bain. Donc j'ai toujours de la fièvre. Tous les jours, j'ai une montée de fièvre qui me fait sentir pas bien. Petite anecdote, je n'ai jamais raconté ça sur les réseaux. Mais je crois que je vais le dire maintenant. Mon corps me lâchait tellement que un jour, on marchait et je me suis chier dessus, mais vraiment au sens propre, vraiment. Du coup, on a dû courir, booker un hôtel en 2 secondes pour que je puisse me changer, prendre une douche. Bon, heureusement, on avait nos valises et du coup, j'ai pu me changer dans la foulée et j'ai jeté du coup toute ma tenue parce que c'était juste pas possible, quoi. Enfin, mon mec m'a demandé de jeter toute la tenue et vraiment, mon corps, je sentais qu'il se passait un truc vraiment pas du tout normal. Et du coup, on est à Cusco, on est dans un autre hôtel, on se dit ok, dans 2 jours, on doit monter absolument au Machu Picchu. On est venu exprès pour ça, on a booké les billets des semaines à l'avance pour faire ça. C'est pas possible que je sois mal, quoi. Et donc là, je commence à prendre un bain pour faire baisser la température, machin et tout. Je commence à énormément tousser. Et en fait, je commence à cracher du sang et je commence à pisser du nez, en fait. Mais genre vraiment, quand je dis pisser, j'avais jamais autant saigné du nez. Et je me mouche. Et là, je commence à avoir des cailloux, en fait, dans mon mouchoir. Et là, je dis à mon mec, je dis non mais ça, c'est vraiment genre là, il y a un problème dans mon corps. Genre, ce n'est pas possible. Et donc là, il appelle d'urgence les médecins qui viennent tout de suite. Et bonheur, encore une fois, d'avoir une assurance, parce que du coup, tout a été 100% remboursé. Mais du coup, ils m'ont fait une piqûre d'adrénaline en urgence dans les fesses. Et alors ça, mon pote, oh là là, c'était genre la douleur. Je ne peux pas t'expliquer ce qui se passe dans ton corps à ce moment-là, mais ça fait une douleur. Mais une douleur assez courte. Enfin, tu sais, vraiment, ça dure 2 secondes, ça te défonce, et en fait, après, tu te sens tout de suite mieux. Et j'avais un truc sur mon index que je devais garder pendant 24 heures, et en fait, ça a calculé l'oxygène que j'avais dans mon corps, et en fait, ils m'ont remis de l'oxygène dans mon corps. Je ne savais même pas que ça existait, je savais même pas que c'était possible, et en fait, ils m'ont dit, non mais là, madame, en fait, votre corps, c'est pas possible. Il faut absolument que vous redescendiez en altitude, sinon vous pouvez vraiment y rester, quoi. Votre cerveau ne va plus être irrigué, vous n'avez plus d'oxygène pour irriguer votre cerveau, donc vous pouvez clamser, quoi, tout simplement. Heureusement, la base du Machu Picchu était plus basse, donc on n'a fait que redescendre au fur et à mesure du voyage, donc si je suis là pour en parler, c'est que ça s'est bien terminé. Mais le fait est, pourquoi j'avais envie de te parler de cette galère-là, au-delà du côté santé, c'est que les pilules que mon mec me donnait, en fait, tous les jours, là, qu'il prenait dans les pharmacies, une par une, machin, je sais même pas combien ça allait coûter, ça, au final. En fait, j'ai montré ça au médecin, et j'ai dit, non mais je prends ça depuis presque 3 semaines, à chaque fois que je prends, franchement, je trouve que je me sens mieux 1 ou 2 heures, et bon, après, la fièvre revient et tout, mais je me sens bien 1 ou 2 heures, quoi. Et là, en fait, la nana nous dit ah non, mais ça, c'est la plus grosse arnaque du monde. C'est juste un truc, c'est du sucre, en fait, que vous prenez. C'est genre un truc placebo de merde. Et en fait, elle me dit aussi incroyable que ça puisse paraître, on est dans un pays à altitude, mais on n'a pas de médicaments contre l'altitude. Et là, en fait, j'ai dit à mon mec, j'ai dit purée, t'es fils de médecin. Moi, je suis la meuf, normalement, la plus organisée de la Terre, machin. On n'a pas pris de médicaments contre le mal d'altitude. Vraiment, on n'avait rien du tout à part genre du Doliprane, quoi. Et du carbolevure, et c'est tout. Et en fait, si je te parle de ça, c'est parce que je me suis vraiment rendu compte... Enfin, tu vois, j'ai quand même... Ça aurait pu être vraiment très, très grave, en fait, ce qui aurait pu se passer. Et je me suis vraiment rendu compte, là, de l'importance, quand même, de bien préparer sa valise. Et c'est pour ça que, du coup, j'ai fait un module dédié à ça. C'est le module numéro 9 dans mon programme Le Passeport. Où vraiment, en fait, je te parle de tout ce que tu dois mettre vraiment tes indispensables dans ta valise. L'application que j'utilise pour du coup faire ma checklist parfaite pour ne rien oublier, parce que du coup elle te dit en fonction de ta destination, en fonction de ta durée, en fonction de ton mode de voyage. Je t'explique aussi pourquoi personnellement je n'ai jamais été backpackeuse, parce que voilà, il y a plein de trucs que tu ne peux pas prendre et ça peut vraiment mettre en jeu ta santé. Et du coup voilà, les choses un peu indispensables à prendre dans sa valise globalement. Et des fois il y a des choses fucked up, on s'y attend pas, mais ça m'a sauvé la vie. Et vraiment cette galère là, elle est marrante quand on y pense maintenant, parce que mon mec il s'est tapé une barre là avec la piqûre d'adrénaline. Franchement, on n'était pas prêts tous les deux. Vraiment, ça a fait un bruit. On était là, non mais c'est pas possible, il y a que dans les films que ça existe. Et tu sais, c'est bête, mais en plus quand t'es pas dans ton pays, t'as quand même toujours un peu ce truc
la meuf, elle peut mettre n'importe quoi dans mon corps, quoi. Et du coup, c'est là où c'est encore bien d'avoir une assurance, parce que du coup, on a pu appeler en avant, vérifier que la personne était vraiment médecin. Ils peuvent t'envoyer vers un hôpital que eux savent qu'il est très très bien, etc., etc. Donc vraiment, cette galère-là, je suis pas prête de l'oublier non plus. Ensuite, l'avant-dernière galère, avant de passer à ma galère préférée, puisqu'elle m'est arrivée cette semaine. L'avant-dernière galère, elle touche, je pense, pas mal de gens. Donc ça va pas trop t'étonner. Pareil, à l'époque, j'en avais pas du tout parlé sur les réseaux. Mais c'est la galère, en fait, des véhicules de location. Et alors ça, il nous en est arrivé une bonne. C'était aux Canaries. Donc on n'était pas du tout en tour du monde. Hein. C'était au début de notre relation. Je crois que c'était en, je sais pas, je dirais mai 2021, ouais, je pense. C'était genre à la fin du premier confinement, mais avant le deuxième, quoi. Bref, on part aux Canaries. Donc on avait déjà fait Lanzarote, qu'on avait adoré. J'avais loué une Mini, elle était trop stylée, décapotable. Et là, on est parti à Grande Canaria, que je n'ai pas du tout aimé. Et j'avais pris une Jeep bleue pétante. Enfin bref, le truc visible, tu vois. Et surtout, le truc qui coûte super cher. Parce qu'en fait, je savais que Grande Canaria, ça allait pas être ma tasse de thé. Et je me suis dit, bah autant se faire un kiff du coup sur les hôtels et la voiture de loc. Et donc là, bah tu sais, quand tu prends une voiture de loc, tu dois laisser ton empreinte, etc., etc. On est censé te rendre du coup cette caution quand tu as rendu la voiture. Et puis là, un mois se passe, je vois qu'ils me rendent pas la caution. Du coup, je me dis, bon, bah là, en fait, c'est bon, ça fait un mois. Dans le contrat, il y a marqué 28 jours. Meuf relou, mais moi, je suis très date. Donc, je vais envoyer un mail en disant, bah, guys, j'ai rendu la voiture à telle date. Vous m'avez pas rendu la caution. Est-ce que vous pouvez me la rendre, s'il vous plaît? C'est marqué dans le contrat, nanani, nanana. Et là, en fait, le mec me dit, ah oui, on vous a pas rendu la caution parce que vous avez fait une rayure sur la portière, genre gauche de la Jeep, je crois. Et je lui dis, pardon? Je lui dis, ah non, mais ça, c'est pas possible. Vraiment pas. En fait, s'il y avait une rayure, déjà, on vous l'aurait dit. Parce que, bah, on a pris une full assurance. Mais là, en plus, il n'y a pas de rayure. Donc, non, en fait, c'est pas possible. Et du coup, bah, là, je lui dis, merci de m'envoyer la preuve de la rayure, nanani, nanana. Le mec m'envoie la photo. Mais franchement, le mec n'avait pas honte. Hein. Le mec m'envoie la photo. Sur la photo même, donc j'ai pas besoin d'être experte ou je sais pas quoi. En fait, le mec avait fait un paint, je pense, sur la portière. Tu sais, il avait, un peu comme tu peux faire sur ton iPhone aujourd'hui, tu sais, tu peux rajouter un trait blanc, quoi. Bah, le mec avait fait ça sur la photo. Et du coup, je lui dis, c'est bizarre parce que moi, du coup, j'ai les photos et la vidéo du jour du rendu de la voiture. Il y avait absolument pas cette marque. Donc, peut-être qu'il y a une marque sur la voiture, mais moi, en tout cas, elle y était pas. Il m'a dit, ah si, c'est comme ça, nanana, nanana. Du coup, là, je suis passée sur un expert. Et là, j'ai dit à un expert, merci de vérifier qu'il s'agit absolument d'un fake, que en fait, c'est le mec qui a fait un trait blanc avec son paint, je sais pas quoi. Moi, comme je suis pas qualifiée d'experte via une assurance, je ne peux pas le faire, mais c'est sûr que c'était ça, quoi. Et donc là, l'expert de l'assurance me dit effectivement, la photo est complètement trafiquée, machin, je sais pas quoi. Et du coup, bah, le mec, je lui dis, bah, du coup, c'est simple, je viens de faire appel à mon avocat, on vous envoie nos avocats, parce qu'en fait, c'est une grosse arnaque, votre agence, et en tout cas, le personnel de cette agence-là, parce que du coup, c'était une grosse agence mondiale, et voilà, il y a du personnel différent dans chaque agence, donc c'est pour ça qu'il faut jamais mettre une entreprise globale dans un lot en mode, cette entreprise-là, c'est de la merde. Non, c'est les personnes qui bossent dans cette agence-là qui font de la merde. Ça, c'est vrai que ça m'a assez traumatisée parce que quand même la caution parlait de, je crois, 1800 € parce que c'était une Jeep assez chère. Et du coup, j'étais en mode, bah merde quoi, 1800 balles, en fait, c'est mort, je vais pas lâcher quoi. Et au final, maintenant, je lâcherai même pas pour 300 balles parce qu'en fait, c'est le principe même, tu m'arnaques pas quoi. Si je sais que j'ai rien fait, j'ai rien fait. Par contre, quand j'ai fait, je sais plus où, j'avais niqué une voiture, je sais plus dans quel pays. Et tout de suite, tu vois, j'avais appelé et j'avais dit, bah là, j'ai abîmé la carrosserie, je crois que c'était l'arrière de la voiture. Et en fait, bah moi, je prends tout le temps la full assurance. Donc en plus, j'ai pas peur de dire quand je fais quelque chose parce que je sais que je vais être couverte par l'assurance. Mais ça, vraiment, le sujet des voitures de loc, je trouve que c'est un gros sujet qui stresse énormément de gens, vraiment, 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 vraiment. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans mon programme, j'ai fait une étude de cas complète sur ce sujet-là. Vraiment, en fait, j'ai fait un guide, en fait, avec les 10 bonnes pratiques pour louer ton véhicule en toute sérénité et du coup, éviter les arnaques. Donc, je t'explique tout ce qu'il faut que tu checkes en prenant le véhicule, tout ce qu'il faut que tu fasses pendant la location du véhicule et tout ce qu'il faut que tu checkes après le rendu du véhicule. Et ça, je sais que ça a évité à beaucoup de mes élèves du passeport des arnaques parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y en a quand même de plus en plus, surtout avec les systèmes d'assurance. C'est-à-dire que même quand tu prends une assurance où du coup, t'es censé être remboursé à 100%, bah en fait, pour eux, c'est tout bénef. Tu vois, s'ils peuvent repeindre une caisse gratuitement en passant par l'assurance, ils vont le faire en fait. Sauf que bah non, genre moi, si j'ai rien fait quoi. Donc voilà pour cette galère. Et on arrive donc à ma dernière plus grosse galère de voyage qui m'est donc arrivée cette semaine au Mexique. Donc je tiens quand même à repréciser que je n'ai
absolument rien organisé, mais c'est-à-dire vraiment rien de rien. Je ne connais rien du programme. Même là, quand je t'enregistre cet épisode-là, à tout moment, il peut m'arriver d'autres galères. Hein. Mais voilà, c'est mon mec qui a organisé et c'est vraiment trop chou de sa part d'avoir organisé. Mais je me suis quand même dit, ah ouais, genre là, je vois vraiment l'utilité de mon programme, d'avoir créé ce programme. Le passeport, vraiment, ça peut aider un max de gens. Parce que, en fait, de base, il n'y a rien de grave, tu vois. Mais c'est juste, vraiment, je me suis mise à ce moment-là à la place de toutes les personnes qui partent 2 semaines en vacances. Franchement, ça peut être méga roule. Je t'explique. En fait, on est parti de Mexico City pour aller dans la région de Oaxaca, mais pas dans la ville de Oaxaca, au bord de la plage, vers Mazunte, Zipolite, Puerto Escondido, tout ça. Et en fait, donc mon mec me dit ça, on part de Mexico City, il me dit bah on va là-bas, tu vois. Et là je regarde sur la carte et je dis mais il y a grave de trajet. Alors moi j'adore conduire, hein, ça me dérange pas du tout, c'est ok. Il a pris la voiture de Locke, il a fait tout ce qu'il fallait sur la voiture de Locke, parce qu'il m'a vu faire plein de fois. Et je lui dis mais là il y a 10 heures de route en fait sur le GPS annoncé. Il me dit bah oui mais du coup on part tôt et puis on arrivera un peu tard, mais t'inquiète j'ai pris 4 nuits sur place là-bas, donc en soi on a le temps de chiller. Après demain on peut faire une grasse mat quoi. Et je dis ok, je dis bah vas-y, ça me dérange pas de conduire, donc en général on fait 2 heures quand on conduit nous. Et en fait on arrive, donc on commence à faire la route et puis on a un premier péage, un deuxième péage, un troisième péage, et puis même lui, il me dit putain, mais il y a vachement de péages. Je pensais pas qu'il y avait autant de péages au Mexique. Dans mes souvenirs, il n'y en avait pas autant que ça. Et je lui dis si, bah moi je me rappelle que le péage est un truc courant au même titre qu'en France et ou en Suisse, mais c'est juste qu'en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en Suisse, ils payent une vignette à l'année à 80 balles. Et en fait, ils peuvent passer où ils veulent. Alors que je lui ai expliqué qu'en France, en tout cas dans mes souvenirs avec mes parents, quand on prenait les routes pour les vacances, bah c'était pas 80 balles à l'année les péages, quoi. Et après, du coup, t'as le principe de télépéage, etc. Mais quand t'es dans un pays étranger, tu prends pas de télépéage. Tu payes le péage comme tout le monde à la mano, quoi. Et puis du coup, on commence la route comme ça, tout se passe bien. Moi, je me suis conditionnée dans ma tête à faire 10 heures de route, même si moi, jamais de ma vie, je préconiserais à quelqu'un de faire 10 heures de route dans la journée. C'est beaucoup trop. Et puis, on s'arrête pour faire un plein d'essence. Le premier plein d'essence, du coup. Et puis là, je vois qu'il paye en cash. Et je lui dis, mais tu devrais garder le cash, parce que les péages, faut les payer en cash. Donc là, si tu donnes tout ton cash là, on n'aura plus rien après. Ça va être chiant, on va falloir chercher un ATM, machin et tout. Il me dit, non, je peux payer en carte au péage. Et je dis, je pense pas, non. Enfin, il me dit, si, il y a le sigle de la carte. Je dis, ok, si tu veux, pas de souci. Bref, il paye son plein en cash. Et puis on arrive, t'as une région entre Mexico City et Oaxaca qui s'appelle Puebla. Donc là, on passe cette région de Puebla. On arrive à un péage. Donc c'était après une portion où ça faisait 2 heures qu'on n'avait pas de réseau. Vraiment, ça faisait 2 heures qu'on n'avait pas de réseau. Le Mexique, il n'y a pas vraiment beaucoup de réseau non plus. Quelque chose qu'on savait déjà. Et puis on arrive à ce passage au péage où c'est du coup 95 pesos. Et on a 65 pesos en cash. Et donc là, mon mec arrive au passage et il dit pagar con la tarjeta. Donc en gros, je vais te payer par carte. Et là, le mec, il dit non, mais monsieur, au Mexique, les péages, on paye jamais en carte. Et là, il me regarde et je le regarde. On a eu... Franchement, je ris jaune, mais sur le moment, j'étais en mode genre, je te l'avais dit. Et là, il me dit, mais du coup, c'est quoi le cycle de la carte? Et je dis, bah, je t'ai dit, c'est le cycle de la carte de leur télépéage mexicain, là, qui s'appelle Yave ou je sais pas quoi. Je dis, c'est ça, c'est qu'en gros, si t'as un télépéage, tu peux passer à ces bornes-là, c'est un truc automatique, comme les télépéages en France. En Suisse, vous n'avez pas ça, mais ça marche comme ça dans la plupart des pays du monde. Et du coup, bah, sinon, il faut payer en cash, en fait. Tu ne peux pas payer en carte. Et là, il dit, ok, bah, du coup, je vais chercher un ATM, machin, où est-ce qu'il y a un ATM, et tout. Puis là, il nous dit, bah, dans les stations essence. Et du coup, on se dit, ok, bah, on va commencer à faire demi-tour. Et en fait, bah, on n'avait pas de réseau. Il n'a pas téléchargé Maps.me pour avoir du coup la carte du Mexique disponible ou éventuellement tu peux chercher un ATM. Et là, en fait, on commence à rouler. Donc, du coup, pas dans la direction où on est censé aller. Hein. Pas de réseau. On commence à sortir, à faire des bleds de pourris, enfin, vraiment des villages mexicains, genre trop jolis, mais genre où je savais qu'il n'allait pas avoir de ATM. Ça a pas manqué, on en fait 1, 2, 3, 4 des villages, et puis en fait là je commence à lui dire non mais en fait là faut qu'on retourne à Puebla, genre on n'a pas le choix. Et il me dit bah ouais mais il y avait un autre péage avant d'aller à Puebla. Et il me dit on va faire comment pour le payer? Du coup il me dit c'est pas possible, il y a forcément un ATM entre ces deux portions là. Où je lui dis sinon les gens sont organisés, les gens savent qu'ils doivent payer en cash leur péage, ils savent combien va coûter le péage aussi, ça pourrait être pas mal, et du coup ils ont le cash approprié. Et là il me dit oui bah tout le monde n'est pas aussi organisé que toi. Je dis non mais c'est pas une question d'être aussi organisé que moi, mais il y a un minimum. Je dis du coup là on va devoir se taper 2 heures de route dans le sens inverse,
on avait déjà 10 heures de route dans l'autre sens. Donc en fait, au lieu d'arriver à 20h ce soir, on va arriver à 1h du mat. Et je lui dis, mais de toute façon, on n'a pas le choix, donc il faut qu'on fasse ça. Au final, on arrive à un autre péage. Et en fait, je me rappelais de la dernière grosse ville avant Puebla. Du coup, ça s'appelle Teotitlan ou un truc comme ça. Et je lui dis, on va aller là-bas et on va voir et on va essayer de leur expliquer la situation. Je dis, moi, avec mon espagnol, je peux essayer de me débrouiller et tout. On arrive à la borne de péage pour aller à Teotitlan, et c'était sûr qu'elle allait avoir un ATM, quoi. Et là, du coup, forcément, le mec nous demande de payer le péage, et là, on lui explique. On lui dit, non, mais en fait, on est trop désolé, mais on a vraiment pas assez de cash, on a besoin d'un ATM, et en fait, on se rappelait du nom, alors moi, là, maintenant, à l'heure actuelle, je me rappelle pas, mais j'avais noté à la borne de péage où on n'avait pas pu passer le nom de la borne de péage, et en gros, on lui a expliqué, on lui a dit, voilà, entre cette borne-là et la vôtre, il n'y a pas un seul ATM où la carte pas mexicaine passe. En gros, il y avait quelques banques, mais c'était que des cartes mexicaines qui passaient. Vraiment, on a 6 cartes bancaires. Hein. À nous deux, on a essayé 6, il n'y en avait aucune qui passait. Et là, le mec, trop sympa, je pense qu'il le savait. Et du coup, il a dit ok, passez. Et en gros, on lui dit on te laisse un passeport ou un machin pour en garantie, tu vois. Le truc, normalement, au Mexique, il ne faut jamais faire d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de rançons de passeports au Mexique. Mais là, le mec, on le sentait bien. Enfin, tout de suite, quand t'es dans des plus petits villages, c'est différent, tu vois. Il n'y a pas trop de magouilles, il n'y a pas trop de corruption, enfin, en tout cas, moins. Et du coup, le mec trop sympa, il nous a dit non, mais allez-y, je vous fais confiance, revenez quand vous avez pu retirer de l'argent, quoi. Et là, du coup, on continue la route. Et en fait, on a vraiment mis 2h30 pour trouver un ATM, retirer du cash. Donc là, je peux te dire qu'il a retiré une liasse. J'avais envie que personne ne la voie, parce que j'avais pas envie qu'on nous braque, mais là, il l'a retiré pour tout le voyage, c'est sûr. Même trop, je pense. Du coup, on est retourné à la borne de péage. Le mec était trop sympa, genre limite, il y croyait même pas, quoi. Il nous a dit, franchement, vous êtes genre méga honnête, trop sympa, parce que du coup, la borne par laquelle lui on est passé, en fait, on n'avait pas besoin d'y repasser. En soi, on aurait pu tracer directement vers la direction où on devait aller. Et bref, du coup, on passe ce péage-là, et là, on remet le GPS, et là, on voit qu'on va arriver à 1h45 du matin, et je dis, oh mon Dieu, il est 20h. Et en fait, il nous restait 6 heures de route. Du coup, donc on n'avait même pas fait la moitié par rapport à quand on est parti à 9h du matin de Mexico City, tu vois. Et si tu me poses la question pourquoi est-ce qu'on n'était pas parti plus tôt, c'est parce qu'avec le décalage horaire, en fait, on était debout depuis 4h du mat, et que on devait shooter pour l'hôtel les créations de contenu, et du coup on s'est dit qu'on allait faire le sunrise à l'hôtel et tous les contenus le matin même. Donc en fait c'est pour ça qu'on est parti que à 9h du matin, et encore 9h du matin on a été méga efficace. Quand j'ai su qu'on avait 10 heures de route, j'ai dit ok, là faut qu'on y aille, on peut pas faire plus de contenu, c'est pas possible. Mais donc du coup on était debout depuis 5h du mat. Et là je vois qu'on arrive à 1h45, et je dis à mon mec, je dis là conduire de nuit déjà c'est un peu un stress, mais là franchement la fatigue ça va être chaud, quoi. Et en plus j'avais la dalle, et franchement il y avait rien qui allait, mais vraiment rien de rien. Et du coup il me dit, vas-y, je conduis, ça me dérange pas. Donc du coup, il commence à conduire. En vrai, moi, je lui fais confiance aveugle. Il a toujours extrêmement bien conduit en 6 ans que je suis avec lui. Il a jamais eu d'accident. Pareil, je touche du bois sur mon petit bureau en bois. Mais en fait, au bout d'un moment, je sens quand même qu'il va fatiguer. Moi, je suis méga saoulée parce que je suis en mode, genre, je viens de passer ma journée entière dans une caisse. Et même si j'adore conduire, au bout d'un moment, la caisse, ça me gonfle. Moi, j'aime bien sortir, prendre l'air, voyager, enfin, voir des trucs, quoi. Et là, on a mangé dans la caisse. Enfin, tu vois, il y avait vraiment aucun kiff. On n'a même pas mangé mexicain. On a bouffé des vieilles chips. Enfin, franchement, ça m'a vraiment pas vendu du rêve. Et au final, il me dit, bon, c'est ce qu'on va faire. Du coup, on va s'arrêter à Oaxaca de Juarez. C'est l'entre-deux entre là où on était et puis là où on doit aller. Donc, il me dit, en gros, il reste 1h30 de route. Et je prends une nuit à Oaxaca de Juarez. Et puis, du coup, demain matin, on part pas trop tard pour faire, du coup, les 4h30 qui va rester pour aller jusqu'à Mazunte, du coup. Et je dis, ok, on fait ça si tu veux. Et en fait, tu vois, c'est con, mais pour un manque d'organisation et surtout un manque de logique de transfert, en fait, ça lui a coûté une nuit d'hôtel en plus, parce que du coup il a dû booker cette nuit-là, puis du coup on a perdu l'autre nuit d'hôtel qu'il avait booké où on aurait dû dormir. Ça lui a coûté un plein d'essence en plus, parce que du coup forcément 2h30 en plus dans l'autre sens, ça nous a fait perdre du coup 5 heures. Au final, ce qui aurait dû prendre 10 heures nous a pris, j'ai compté en comptant du coup la nuit à Oaxaca de Juarez, 26h30. Donc en fait, quand t'as seulement 2 semaines de vacances et que tu te fais enlever 1 jour et demi de vacances, je peux te dire que t'as bien les boules. Nous, ça va, on a l'habitude de voyager, on se plaint pas, on se dit que c'est ok, qu'on va pouvoir rattraper le temps, nanana, mais moi je me mets toujours à la place des gens qui ont pas ce temps-là. Franchement, l'angoisse. Et juste parce que en fait, t'as pas bien gérer les transferts. Et en fait, de base, il aurait juste dû prévoir une nuit à Oaxaca de Juarez, faire du coup 6 heures ce jour-là et faire 5 heures le jour d'après pour aller à Mazunte. Et voilà, et en fait, je sais que sur la suite du voyage, on va encore avoir beaucoup de trajets, donc c'est pour ça que je te dis, à tout moment, il va m'arriver une plus grosse galère que celle-là. Mais franchement, là, entre la perte d'argent, la perte de temps, la fatigue, l'usure de la voiture, mal manger, pas voyager, et encore, on est tombé sur des gens sympas au péage. Mais si on était tombé sur des cons, franchement, ça aurait été...
j'étais à deux doigts de chialer, hein. J'étais en mode, mais c'est quoi, c'est t'enfer? Où est-ce que tu vas me faire dormir? Où est-ce que tu vas me faire manger? Parce qu'en plus, c'est ça, c'est que, après, c'est mon problème à moi, hein. C'est ce côté un peu contrôle fric, où je n'ai rien organisé, donc je ne sais rien de ce qu'on fait de la journée. Et du coup, je suis un peu en mode, genre, mais c'est quoi ce plan que tu me fais, quoi? Genre, si ça avait été moi, c'est horrible de dire ça, mais si ça avait été moi, ça aurait été parfait, entre guillemets, tu vois. Et là, c'est pas le cas. Donc après, ça me demande de travailler sur moi et c'est ok. Mais vraiment, genre là, je me suis dit, ok, genre vraiment, il faut vraiment... Il l'avait déjà vu, hein, ma formation... le passeport, mais j'ai rajouté du coup des mises à jour dedans, notamment sur les transferts, et c'est tout dans le module numéro 5, où voilà, du coup je te dis comment trouver le meilleur moyen de transport, comment bien calculer chaque distance entre chaque parcours, entre chaque jour, comment prévoir des imprévus, ce genre de choses, vraiment je t'explique tout, et je me dis que, je lui ai dit ça, ce module-là, tu vas me le re-regarder en fait, parce que c'est juste pas possible, ça peut même être dangereux quoi, limite, tu vois. Mais vraiment là, ça a été une assez grosse galère, en fait ça a un peu cumulé tout, tu vois, il y avait l'histoire de la voiture, l'histoire des hébergements, l'histoire des transferts, l'histoire de la thune, l'histoire de l'assurance si on avait eu un problème, la fatigue, enfin tout. Donc du coup voilà. Et je me suis dit que c'était quand même assez ouf qu'il m'arrive une de mes plus grosses galères, genre là, cette semaine. Au moment où du coup j'avais déjà prévu de te parler du coup de cette galère. Du coup j'en ai enlevé une qui me paraissait un peu moins galérienne, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'était mes 7 plus grosses galères de voyage en 7 ans de voyage, et c'est d'ailleurs pour ça que aujourd'hui je sais que j'ai la pleine crédibilité à avoir fait ce programme que du coup j'ai appelé le passeport. Pour moi c'est vraiment le programme que j'aurais rêvé avoir avant de commencer à voyager. Que ça soit d'ailleurs un voyage court terme ou un voyage long terme, en vrai, je l'ai pensé de façon assez structurée. Je te disais d'abord, je te dis comment choisir une destination qui va matcher avec tes envies et la météo. Ensuite, comment tu définis ton budget sans rien oublier. Ensuite, comment tu vas booker ton vol avec ton assurance. Ensuite, comment tu vas créer ton itinéraire vraiment sur mesure, en prenant les meilleurs hébergements, les meilleurs restaurants, les meilleures activités, tout ce que tu as envie de faire, les must-do, les must-see, etc., mais tout en prévoyant des éventuels imprévus. Ton plan de transport optimal avec du coup les distances, comment on loue bien une voiture, comment pas se faire arnaquer, comment est-ce qu'on trouve des logements de dingue. Donc là du coup ça va être la gestion des meilleurs filtres avec du coup toutes les plateformes que j'utilise, comment dealer aussi des logements moins chers. Après je termine par un module plus sur le côté expérience, parce que pour moi la partie expérience c'est super important, et surtout comment tu peux éviter les attrapes touristes, parce que moi en tout cas personnellement j'aime pas faire une activité si on est 500 sur place à la faire. Et ensuite comment tu fais un vrai roadbook avec du coup les 8 étapes pour le créer. C'est vraiment pour moi ton best friend de ton voyage, avec du coup ma méthode, comment créer un vrai mood board de voyage aussi, et enfin comment partir l'esprit léger, donc comment vraiment faire une valise qui va te correspondre sans trop en prendre mais sans oublier des choses essentielles. Et j'ai même fait du coup un petit bonus dans ce programme-là où j'ai appelé ça la masterclass souvenir 2.0, c'est-à-dire qu'en gros je t'explique un peu comment on fait des belles photos en voyage pour se créer des beaux souvenirs avec 50 idées de poses, et tout ça avec ton trépied et ton iPhone, hein. Pas besoin d'avoir de matos de pro. Et aussi depuis un an ce que je fais c'est que je rajoute des études de cas. Donc ça c'est vraiment des études de cas concrètes que j'ai avec mes clients de travel planning, et du coup voilà, c'est des clients qui acceptent que je puisse mettre leur voyage on va dire de façon publique, et en fait j'en sors une par trimestre. Donc là j'avais déjà sorti la Thaïlande, le Vietnam, le Japon, l'Afrique du Sud et le Pérou. Et pour ce trimestre-là, donc courant mai, je vais sortir l'Égypte. Et voilà, donc ça, c'est des trucs qui valent quand même une certaine somme, parce qu'en général, un travel planning, je le facture entre 1000 et 1500 euros. Et donc, du coup, là, t'as les études de cas qui sont déjà toutes faites, clés en main, avec tous les liens pour booker ce dont t'as besoin. Donc, si t'as prévu de partir dans ces destinations-là, c'est méga intéressant, en sachant que du coup, quand t'accèdes au programme, tu l'as à vie avec toutes les mises à jour. Donc, ça veut dire que t'auras déjà accès à toutes ces études de cas-là, plus toutes celles que je vais rajouter. Donc, une par trimestre. Et d'ailleurs, je demande aux élèves du passeport quelles études de cas ils aimeraient avoir par la suite. Donc en général c'est en lien avec des voyages qu'ils ont prévu de faire. Et bien sûr tu peux aussi me poser toutes les questions que tu veux via la plateforme de la formation. En fait sous chaque vidéo tu as un espace pour laisser des commentaires, et du coup j'y réponds sous 48 heures. Donc voilà, si tu as vraiment une question précise sur une prochaine destination, du coup j'y réponds, je le fais avec toi et ou pour toi en fonction de la question et de la demande. Et ouais, du coup je suis trop contente d'avoir fait ce programme là, et d'ailleurs je t'ai mis le lien dans la barre d'infos si tu veux
veux aller voir, comme ça tu peux aussi voir tous les retours déjà de mes élèves / clients et comment maintenant ils arrivent à voyager de façon inoubliable. Et bien sûr, j'ai aussi intégré une garantie, c'est-à-dire que tu as 48 heures pour ouvrir le programme, le feuilleter, regarder, etc. Et si au bout de 48 heures, tu estimes que c'est pas un programme pour toi, je te rembourse 100% l'intégralité. T'as même pas besoin de me donner un justificatif de pourquoi tu as envie d'être remboursé. Si tu as envie d'être remboursé, tu as envie d'être remboursé. Et du coup, ça, c'est vraiment une garantie qui est affichée sur la page de vente. 48 heures satisfaites ou remboursées. Donc voilà, en tout cas, j'espère que je n'aurai pas d'autres grosses galères de voyage, mais j'ai quand même hâte de la suite de ce voyage au Mexique et j'ai trop hâte de te retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Comète et je peux déjà te dire qu'il va être très spécial.